En histoire de l'art, il n'y a pas vraiment de déclin. Il peut y avoir des pertes, des destructions selon les époques, mais entre deux grands styles triomphants, il va surtout être question d'adaptation et de transition. Et dans cette quête de transition, soyons des chasseurs d'objets rares dans les arts décoratifs. Et si l'on parle du XVIIe siècle, parlons des cabinets d'ébène. Et parce que de tels trésors ne doivent pas être ignorés du monde, je vous laisse nous donner un petit coup de main en partageant notre vidéo, ça nous aidera. Mais en attendant, en chasse. Et ce cabinet d'ébène que nous étudions aujourd'hui est conservé au musée des arts décoratifs à Paris. Il date du milieu du XVIIe siècle, vers 1650, haut d'1,68 m, long d'1,54 m et large de 55 cm. Ce terme de cabinet d'ébène va nous servir à caractériser un certain type de meuble à une certaine époque, d'une conception assez identique, mais avec une ornementation très individualisée. Et le modèle qui est le nôtre, s'il est l'un des moins ornés, est le plus chatoyant en extérieur parmi les cabinets d'ébène. En tout cas, il est représentatif de son temps et de certains autres éléments qu'on va voir, et il fera même appel à d'autres choses qu'on vous a déjà présentées sur Arcotech. Donc notre cabinet n'est pas un petit meuble, il a plutôt des dimensions importantes, et tout ça, c'est très carré. Dans son aspect général, le bâti est assez rudimentaire, le tout monté avec tenons et mortaises invisibles depuis l'extérieur, et qui renforce cet aspect compact. Ce bâti est composé d'un bois de résineux, et je vous dis tout de suite, en matière d'art décoratif, la sapinette, c'est le mal. Alors, d'accord, le sapin, ça coûte pas cher, c'est facile à travailler, mais ça pète au moindre écart de température et d'humidité, donc attention. Et attention aussi, parce qu'il y a également du poirier noirci. Le poirier noirci, c'est presque pire que le sapin. Au 19e siècle, on savait en faire bon usage, mais voilà, au 17e, pas terrible. Ce qui va surtout être intéressant sur ce meuble, c'est sa décoration, on va le voir. Ce cabinet se décompose en deux parties, et bien que séparées et séparables, ces deux parties sont conçues l'une pour l'autre. Pour la partie haute, très simplement, une petite corniche couronne le tout. Ce qui est important, ce sont ces grands panneaux des vantaux, c'est-à-dire les portes, et ces portes occupent toute la façade, il n'y a pas de montant, ce qui est une innovation par rapport à certains meubles du début du siècle. Ces portes sont conçues avec des serrures, et ce qui est admirable, c'est cette mise en valeur avec un jeu de couleurs de ces plaques d'ébène octogonales gravées. D'ailleurs, tout ce décor est bien un décor gravé et non sculpté dans la plaque de bois. Cette disposition, c'est assez dans le goût de l'époque, un goût baroque avec la forme octogonale, les écoinçons autour et tous ces éléments en pointe de diamant qui placent ce meuble dans ce qu'on appelle le style Louis XIII, qui continue bien au-delà des dates de la mort de Louis XIII évidemment. Sur toutes les parties en ébène, même les plus petites, on a un motif floral très reconnaissable, très élégamment gravé et attribuable tout de suite au travail flamand. Et là, je vous montre ce que Balthazar van der Ast a pu faire à l'huile sur toile en 1628, un tableau que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Et je vous montre également un autre élément, une certaine pièce d'orfèvrerie livrée à Louis XIV en 1676, et je parle bien sûr du fameux coffre de pierreries. Vous voyez, il y a ces mêmes effets de rinceaux avec ces mêmes fleurs, l'anémone, l'œillet, le bleuet, et là, ces petites fraises toutes mignonnes, et puis la tulipe au centre. Alors là, je peux pas faire mieux, hein. La fleur centrale, c'est une tulipe, donc qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme argument pour vous prouver que c'est du travail flamand? Et puis cette même vue de face dans ces trois références, donc un travail flamand ou avec des références flamandes, réalisé à Paris. Bah oui, ne regardez pas comme ça, tout est lié, je vous le dis depuis le début. Et pour l'ébéniste qui a réalisé ce meuble, il va s'agir pour lui d'apporter sa touche supplémentaire, son originalité. Et il y arrive par sa superbe mise en valeur de ces panneaux d'ébène. Car l'ébène est combiné à un autre matériau luxueux, l'ivoire. Sauf que l'ivoire ici a été teinté pour créer des effets de pierre dure, polie, tels que l'agate, entre le rouge et l'ambré, le jaspe rouge, le lapis lazuli bleu, autant de pierres précieuses à la mode pour des vases ou des objets de collection qu'on retrouvait dans les intérieurs riches. Pour ce qui est du piétement, celui-ci est indépendant, même si ça ne se remarque pas quand on le regarde de face, il est conçu quand même avec une unité de décoration. Il y a un tiroir en ceinture, et aux 4 bandes d'ivoire teintées dans la couronne de la partie haute répondent 4 bandes d'ivoire teintées dans la couronne du piétement. Et pour les teuteux qui vont dire « Ouf, bah oui, le détail, ça détruit ou ça construit l'harmonie ». Ces bandes du piétement sont en revanche séparées par une genre de triglyphe connu sur les architectures antiques, mais qui ne respecte pas le chiffre 3, enfin peu importe, c'est surtout pour faire la continuité avec la colonnette en dessous. C'est donc un piétement sur colonne dorique baguée devant et sur pilastre derrière. Et c'est une petite variation intéressante à voir. Les colonnes baguées, c'est une preuve que c'est un meuble qui se veut haut de gamme, parce que ce ne sont pas des colonnes simples, ni des colonnes torses, ou en balustre, ou sculptées, qui sont en fait des colonnes avec un seul morceau de bois, ou de pierre quand on parle d'architecture, mais ce sont des colonnes qui donnent un effet bagué, donc une alternance d'éléments donnant l'impression que la colonne de base est encerclée, alors qu'en fait c'est juste une succession d'éléments sculptés, comme ici une pièce rouge, une pièce noire, une pièce rouge, etc.
Si vous voulez, le niveau encore au-dessus dans le luxe de la colonnette, c'est la colonne cariatide, très associée au style Louis XIV pour le coup. Donc là, on est sur la partie haute de l'entre-deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces colonnes cherchent aussi le contraste de la couleur. Si la partie haute souhaite rendre le jaune, le brun de l'agate, les colonnes souhaitent rendre le rouge du corail. Et sous chaque colonne, en dessous de la planche d'entretoise, tout le meuble repose sur des pieds-boules. Alors cette planche d'entretoise, ça casse oui et non l'effet du meuble. Oui parce que voilà, ça fait un cadre sans décoration. Non parce que ça uniformise le plan rectangulaire de l'ensemble. En fait, il faut se demander à quoi ressemblerait le meuble s'il n'y avait pas ce cadre. Eh bien en réalité, ça ferait un peu maigrichon. Sur d'autres cabinets d'ébène, on trouve des tablettes d'entretoise, voire un panneau dans le fond du meuble, ce qui indique là qu'on est sur un meuble vraiment très luxueux, puisqu'on ajoute des grandes planches de matière, de bois et parfois de l'ébène, et puisqu'en théorie cet espace devenait aussi un espace d'exposition. Et puis de toute façon, l'ébéniste n'avait pas vraiment le choix. Après tout, il y a 8 pieds, et j'ai envie de dire seulement 8. Et n'en mettre que 8 quand on a une partie supérieure de cette importance, eh bien c'est un risque et donc un élément de maîtrise. Parce que souvenez-vous bien qu'un ébéniste a toujours peur de la solidité de son meuble. Et donc, il n'est pas rare de voir des cabinets d'ébène avec 9 ou 10 pieds. Et si on ouvre le meuble, alors là, changement d'univers. L'intérieur des vantaux est aussi décoré, on aurait pu trouver des peintures ou des gravures, mais vous comprenez ici, même sans en avoir parlé, qu'il y a un type précis de décor qui est recherché. Ce qui est important ici, c'est la couleur et le contraste. On trouve 14 petits tiroirs avec encadrement d'ébène, également gravés au motif floral, et de nouveau 2 petits vantaux. Et en ouvrant ces petits vantaux, on observe ce qu'on appelle un théâtre avec colonnettes, couleur corail, et avec une trentaine de petits rangements organisés dans un effet de portique. Alors, toutes ces couleurs chatoyantes, ça tape à l'œil, on est d'accord. Enfin, certainement plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce que comme vous le voyez, surtout au niveau des colonnettes intérieures, les couleurs qui devaient être dans une teinte corail vive, par exemple, sont un peu passées. On pourrait même dire que certaines parties sont insolées, c'est-à-dire qu'elles ont été éclaircies à cause d'une trop longue exposition au soleil. Mais ce qui est assez normal, puisqu'après tout, quand on a un meuble avec un théâtre de ce style, ça fait quand même son petit effet, donc on va le laisser ouvert pour le montrer. Donc voilà, je vous ai fait une belle présentation, maintenant il est temps de tout détruire, ou presque, en tout cas de pousser les choses un peu plus loin. Le cabinet déjà c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous faire l'historique du cabinet depuis l'Égypte antique, mais disons que pour les plus modernes, ceux qui sont le plus proches d'une autre, ils ont été développés en Allemagne au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant l'autre. Le cabinet c'est un meuble de collectionneur, donc de curiosités, de pièces, de fossiles, de pierres précieuses, enfin tout ce que vous voulez du moment que ça rentre, ça explique pourquoi il y a autant de tiroirs. Au départ, le cabinet correspond juste à un coffre ou un coffret posé sur un support. Puis le meuble se développe en même temps que les habitudes des différentes cours changent. Sous Louis XIII et la régence d'Anne d'Autriche, ce qui correspond globalement à ce qu'on appelle le style Louis XIII, entre 1600 et 1660, les meubles sont encore très mobiles et transportables. Mais les pièces les plus ouvragées tendent à rester de plus en plus sur place. Alors là, on parle de la cour du roi, mais pour la petite noblesse et la bourgeoisie, donc qui sont des catégories sociales où il y a de plus en plus d'individus qui ont les moyens, mais pas trop, eh bien, il y a une sédentarisation. Et donc, quand on reste chez soi, on passe pas son temps à déménager, à faire des fêtes ou des chasses à courre, eh bien on améliore sa qualité de vie, son mobilier, et donc le mobilier devient plus luxueux et plus pratique. Donc pour le cabinet, on va de précision en précision, et on distingue les cabinets allemands et flamands, qui sont décorés sur toutes leurs faces, donc faits pour être placés au milieu d'une pièce, et les cabinets français qui n'auront que 3 faces ornées, donc qui sont faits pour être posés contre des murs. Car le cabinet, c'est un meuble qui a une utilité. Si le dressoir servait à exposer la vaisselle d'or et d'argent, le cabinet, s'il reste un meuble d'apparat, aura une autre vocation. C'est un meuble de collectionneur, je vous l'ai dit, donc on y conserve voilà, les coquillages, les bijoux, les médailles, les documents plus ou moins précieux. En tout cas, c'est un meuble de riche. Si vous voulez, ce meuble, on peut en retracer presque précisément sa généalogie. Son ascendance avec les dressoirs du XVe et XVIe siècle, qui pour la fonction étaient déjà des meubles d'exposition, et qui pour la forme explique pourquoi il y a une partie de rangement en haut et pas de rangement en bas. Et puis d'un autre côté, c'est la rencontre entre le meuble français et les techniques flamandes. 30 ou 40 ans avant la conception de ce meuble, c'est Henri IV qui avait fait venir des artistes flamands, notamment des ébénistes, au Louvre, qui vont occuper de multiples ateliers. Donc ces artistes étrangers, ils apportent la technique du plaquage des feuilles de bois, comme c'est le cas ici, les motifs et les ornements qu'on a déjà vus, et l'utilisation de l'ébène en lui-même, puisqu'en France, on utilisait surtout des bois locaux. Et l'ébène est ici traité en plaquage, c'est-à-dire que le bois est découpé en fines feuilles, puis plaqué contre le bois du bâti. L'ébène, c'est un bois qui vient de l'ébénier. C'est un bois dense, aussi noir que dense, et qui dit dense dit aussi risque de fissure important.
Malgré tout, c'est un bois durable, c'est aussi un bois qui est très lourd. Les vrais cabinets faits entièrement en ébène, ça pèse littéralement un âne mort. Et du fait de ce poids, c'est aussi l'un des rares bois qui ne flotte pas sur l'eau. L'ébène, c'est un bois qui est importé, d'abord par les Portugais et par les Hollandais, depuis les régions chaudes et sèches, donc on trouve plutôt dans le sud-est de l'Europe et surtout en Afrique. Et depuis, eh bien, c'est l'un des bois les plus utilisés en ébénisterie. C'est un bois qui est très apprécié, notamment pour son aspect fini, qui est un aspect très brillant, même sans cire. Bref, c'est un bois plein de qualités, mais aussi plein de défauts. Ce qui signifie qu'un cabinet entièrement fait en ébène, il en existe, c'est forcément un meuble d'exception. Qui dit bois exotique, dit bois luxueux, dit bois coûteux, et donc, à l'époque, quand un bois coûte cher, eh bien, ça plaît essentiellement aux riches, qui veulent tous leur morceau d'ébène pour se la péter. Et ça signifie aussi que face à cette vogue de ce type de meubles, donc les cabinets d'ébène, eh bien, des exemplaires moins coûteux vont apparaître à l'imitation de l'ébène. Du coup, vous avez compris que ce meuble, c'est une grosse arnaque. Par rapport à la quantité d'ébène présent sur d'autres grands cabinets. C'est un cabinet d'ébène qui se veut luxueux par la polychromie de son décor. Mais en fait, c'est très en deçà de la qualité d'un vrai cabinet d'ébène. Ce n'est qu'un décor floral, ce ne sont pas des scènes avec des personnages. Il y a moins d'ébène que de bois noirci. Ce ne sont pas des pierres dures, ni du vrai corail, c'est de l'ivoire teinté. Ce n'est pas le meuble d'un riche commanditaire. C'est le meuble d'un homme qui voulait ressembler à un riche capable de se payer un vrai grand cabinet d'ébène. Ce meuble-là, c'est le bourgeois gentilhomme du mobilier XVIIe siècle. Malgré tout ça, ce meuble incarne quelque chose de presque capital. Car le cabinet d'ébène, c'est un meuble symbolique qui affirme la spécificité de certains artisans par rapport à d'autres corps de métier. Le charpentier travaille le bois pour les charpentes, les toits, les bâtiments, les bateaux. Le menuisier travaille le bois pour d'autres structures, les portes, les parquets, les meubles. Le menuisier qui produit des meubles depuis la Renaissance est de moins en moins un artisan qui produit de l'utile, et de plus en plus un artiste qui produit de l'esthétique. Et il devient un ébéniste. Et à la période de notre meuble, on parle même d'un métier spécifique qui va se détacher des menuisiers de base, c'est le menuisier en ébène. Et cette menuiserie en ébène, c'est la première étape qui marque la transition entre le meuble Renaissance et le beau meuble marqueté XVIIIe siècle. Alors c'est grossièrement en Hollande et en Allemagne que naît l'incrustation sur ébène de pièces de bois et de pierre dure. Les Italiens eux aussi ont développé une technique d'incrustation de bois dans du bois, c'est l'intarsia. Et ces deux techniques ancêtres de la marqueterie développée de chaque côté de la France devaient bien arriver un jour chez nous. Et c'est ce qui se passa. Et à partir de là, l'idée de polychromie possible sur des meubles naissait en France. Et c'est là que vous comprenez que tout part du bois et que tout part du noir. Et c'est le noir créateur. Et c'est ce bois noir qui a vu naître l'incrustation de la couleur et qui va permettre aux menuisiers ébénistes de développer sans cesse plus de couleurs. Alors, légèrement au début, parce qu'il ne faut pas choquer ou déstabiliser les acheteurs ou les commanditaires qui ne sont pas habitués, et de plus en plus vers la fin du siècle. Et c'est là aussi qu'on voit apparaître les premières superstars de l'ébénisterie pour les cabinets d'ébène. Et s'il ne fallait en citer qu'un, je dirais Pierre Gol, mais il mérite sa vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, parmi les cabinets d'ébène existants, les vrais, on peut en attribuer certains à cet ébéniste. Pierre Gol, c'est le jalon qui fait le lien entre le meuble Renaissance qui a évolué en cabinet et la marqueterie qui rayonnera avec Boulle, puis les ébénistes du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi en faire tout un plat avec ce cabinet des arts décoratifs? Parce que pour pouvoir apprécier la qualité des grands cabinets d'ébène, il faut savoir repérer ceux qui sont moins bons et pourquoi ils le sont. Vous savez, ce n'est pas le tout d'avoir un avis critique sur un tableau ou une sculpture, ça c'est facile. Ce regard, vous pouvez aussi l'avoir sur un meuble. Ce meuble-là, ce n'est pas un grand meuble. Même au niveau de ses matériaux, c'est clairement une arnaque. Mais c'est un meuble qui témoigne d'une certaine mode à son époque, qui témoigne aussi d'un certain aspect social, en tant que tentative pour imiter un grand cabinet d'ébène, pour avoir l'air riche, et d'avoir l'air d'être le meuble d'un riche, et qui témoigne aussi de l'introduction de la couleur dans le mobilier, et pour cette dernière partie, franchement, ce meuble-là, c'est la classe. Et puis, ça reste un meuble survivant, parce que le triste destin des cabinets d'ébène, c'est que beaucoup ont été désossés,
pour qu'on puisse justement récupérer leurs matières précieuses. Donc l'ébène en lui-même, mais aussi les pierres dures, les pierres précieuses, l'or, l'argent, les panneaux peints, tout ce qui les composait. Et comme c'était des meubles justement qui n'étaient plus à la mode à une certaine époque, eh bien on avait moins de scrupules. Si on ouvrait ensemble maintenant une fenêtre sur la ligne du temps, on commencerait à voir se définir une histoire des meubles. Du dressoir Renaissance d'un seul bois, aux armoires intégrant timidement des éléments de pierre dure, au cabinet d'ébène, tout de bois noir à l'extérieur et intégrant discrètement la couleur à l'intérieur, puis l'émancipation avec les couleurs à l'extérieur. Tout cela mène à la marqueterie, à pierre Gaulle, puis à la marqueterie de métal, les cabinets boules, le développement de la marqueterie de bois et l'extraordinaire combinaison et développement des matières et des formes au XVIIIe siècle. C'est ça que l'on verrait, l'histoire de l'art, l'histoire des arts décoratifs et du meuble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.